Bienvenue à tous dans Parlez Vrai, la suite, en direct sur le site internet de NC Première, www.ncpremière.nc. Le débat continue pour 20 minutes avec nos 6 invités sur la question de l'avenir institutionnel, des explications. On a parlé dans la partie télé de ce document de synthèse, de ces hypothèses qui ont été prévues par la mission du comité de pilotage sur l'avenir institutionnel. On a bien défini avec M. Courtial et M. Mélin-Soukramanian le calendrier. Vous nous en avez parlé il y a quelques minutes. Estelle, une question sur la question justement qu'on va poser, c'est un peu ce que vous vouliez dire, allez-y. Donc pour la question qu'on aura, on connaît le contenu, on connaît ce dont on va devoir répondre, mais comment ce sera formulé? Donc ça, ce sera le choix des politiques, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière que la formulation de la question ne soit pas neutre par rapport au choix des politiques et qu'il y ait une sorte d'influence de manipulation de la population. C'est un peu la question. Oui. Alors, merci, c'est effectivement une très, très bonne question, importante sur le plan démocratique, évidemment. Dans le travail qu'on a fait, on a essayé d'identifier 3 voies possibles pour aller vers la question et donc vers l'aboutissement de l'accord de Nouméa, l'exécution de l'accord de Nouméa. Il y a une première voie qui, à notre avis, est une voie sans issue, une impasse, c'est la voie de l'impréparation. Hypothèse, on ne prépare pas, on se cache derrière son petit doigt et on laisse filer le temps. À ce moment-là, comme on le disait tout à l'heure, entre mai 2018 et novembre 2018, le gouvernement de la République organise tout ça, et là, il n'a pas le choix. Il doit poser la question telle qu'elle est formulée dans l'accord de Nouméa, oui ou non à la pleine souveraineté et à ce qui suit. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du référendum couperet. Or, on sait qu'elle ne résout rien. Ici, dans ce pays, vous ne l'avez pas vécu en raison de votre âge, mais les anciens ont vécu 1987 et ce référendum couperet qui ne résout rien. Ensuite, il y a 2 autres voies, et là, ça a un impact sur la question. L'autre voie, c'est la voie où les forces politiques parviendraient, peut-être à l'issue aussi d'initiatives citoyennes, pourquoi pas, d'un dialogue citoyen, parviendraient à s'entendre, à minima, sur la formulation d'une question. Peut-être, alors cette hypothèse-là, on se situerait peut-être plutôt dans la période mai 2014, mai 2018, où c'est une très large majorité, la majorité des 3/5 au Congrès, donc une majorité de consensus en réalité, qui s'entendrait pour formuler une question particulière qui finalement dirait quelque chose du jour d'après, de la perspective. Donc ce serait un travail collectif des forces politiques en présence pour formuler la question auprès des citoyens, c'est un peu ça que vous nous dites? Les forces politiques, elles n'agissent pas seules, ils sont les représentants des citoyens. Les citoyens, on le voit bien à travers les personnes qui sont sur le plateau aujourd'hui, vont s'accaparer petit à petit, c'est normal, s'approprier ce débat, il faut Alors justement, est-ce que Gwenaëlle a une question pour vous? Moi, je voudrais savoir quelles sont vos prédictions sur une éventuelle demande de référendum ou encore un autre accord consensuel en vue de transférer toutes les compétences, justement. Alors, on ne fait pas de prédiction, on ne lit pas dans l'avenir, malgré le nom de notre mission. Précision peut-être, des précisions. Voilà, précision. Alors, ce dont vous parlez, c'est éventuellement la 3e voie. Je vous ai dit une première voie, référendum couperet, voie sans issue. 2e voie, un accord à minima des forces politiques. Il y a effectivement peut-être une 3e voie, mais celle-là, il faut bien en mesurer la nature. Une 3e voie qui serait en quelque sorte un dépassement de l'accord de Nouméa. Et comme ça s'est déjà fait d'ailleurs ici, puisque l'accord de Nouméa était lui-même un dépassement du précédent accord, etc., où les forces politiques, là, iraient plus loin dans leur concorde, dans leur harmonie, et formuleraient un nouveau projet. Et à ce moment-là, le vote porterait non pas sur une question sèche ou avec un peu plus de chair, mais sur un projet. Mais comme il a été dit précédemment, par moi, cela suppose un dépassement de l'accord de Nouméa, et par Jean Courtial, cela suppose surtout une révision de la Constitution, parce que là, on sort du cadre de l'accord de Nouméa, qui est un accord qui a été constitutionnalisé. Jérôme. Ce qui est intéressant dans votre discours, c'est que
par rapport à ces 4 grandes possibilités, tout est envisageable. On n'est pas sur une situation figée concrètement de dire c'est indépendance ou non indépendance. Jean Courtial. Oui. Alors tout d'abord, il nous a été demandé en 2011, et la demande a été confirmée en 2012, d'étendre notre réflexion de l'accès pur et simple à l'indépendance au maintien du statut actuel. Donc c'est tout le champ qui est couvert. Et ce que nous avons essayé de faire en formulant 4 hypothèses ou 4 perspectives d'avenir institutionnel, c'est de structurer ce champ. Et nous n'avons pas du tout eu l'ambition, et d'ailleurs ça ne nous était absolument pas demandé, de construire des projets tout ficelés. C'est pas un prêt-à-penser ou un prêt-à-voter. Et ce ne sont pas des statuts clés en main, pas du tout. Non, ce que nous avons voulu faire, c'est indiquer quelles étaient, selon nous, les hypothèses majeures ou les grandes perspectives que l'on pouvait avoir, comment ça se caractérisait, quelles questions ça pouvait soulever, quelles difficultés on pouvait rencontrer, quelles options s'ouvraient dans chacune de ces grandes perspectives, comment on traitait la question pour l'autonomie de la citoyenneté, pour l'accès à l'indépendance de la nationalité. En clair, Jérôme vous demande si, in fine, ce sont les Calédoniens qui vont choisir. Exactement, exactement. Après, nous sommes en fin de mission. Maintenant va commencer le vrai travail politique, si je peux dire. Ce qui est intéressant, c'est que ce travail politique va commencer non pas sur un champ qui serait ou complètement blanc, ou seulement sur la base d'idées bien arrêtées parce que l'on se situe dans un cadre politique, mais sur un travail préparatoire. Et ce sont évidemment les forces politiques qui vont exploiter cela. On n'entend pas beaucoup le mot de souveraineté. On entend beaucoup dans le discours des politiques le mot de souveraineté. Vous l'employez peu, vous employez celui d'autonomie. Quelle est la nuance? Parce que là nous employons les deux. Nous disons les 2 grands versants sont soit l'autonomie. Dans ce cas, ce n'est pas la pleine souveraineté. C'est une autonomie partagée entre le pays et le grand pays, si je puis dire, la République française. Et l'autre versant, c'est la pleine souveraineté. À ce moment-là, la Nouvelle-Calédonie, si elle se trouvait dans cette situation, aurait la souveraineté, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'elle l'exercerait forcément entièrement, mais en tout cas, elle la détiendrait. Alors, d'autres questions sur les référendums ou les consultations? Oui, Émeric. Certains Calédoniens ont peur un petit peu de la réponse qui va être donnée en ce qui concerne le statut de la Nouvelle-Calédonie. Et y a-t-il des risques d'insécurité ou comment est-ce que... Y a-t-il des risques sur la sécurité? Y a-t-il des risques d'insécurité? Le principal risque, à mon avis, dans cette affaire, ce serait de ne pas préparer les choses. Aujourd'hui, l'accord de Nouméa donne un cadre juridique qui est sûr pendant une certaine période. Il laisse un peu de temps pour préparer les choses, mais il est évident que c'est quelques années, c'est à la fois assez long, mais... La question d'Émeric, c'est aussi, on pense à de l'agitation. Est-ce qu'il y a un danger pour la Calédonie? Est-ce qu'il y a un danger pour la Calédonie au moment de ces consultations? C'est un peu votre question. Oui. Alors, nous avons une appréciation, comme tout le monde, mais c'est une appréciation, nous n'oublions pas quand même, de personnes extérieures. Donc, il faut la relativiser. Alors, objectivement, le risque existe. Dans l'histoire de ce pays, il y a eu des périodes, et il y a eu des événements, et notamment après le référendum, avant bien sûr, mais également après le référendum de 1987. Donc il ne faut pas se cacher qu'objectivement le risque existe. Cela étant, on a vu dans la démarche qui a consisté en partant dès 2010, c'est-à-dire bien des années avant que l'on arrive à la fin même de la période de 20 années. On a vu les responsables de pratiquement toutes les formations politiques calédoniennes, en tout cas toutes les formations politiques qui comptent ici, demander collectivement à mettre en place un processus de réflexion. Donc de responsabilité. De responsabilité. Ça montre bien qu'on n'est pas actuellement dans une situation d'affrontement. Bien sûr que les positions sont divergentes et que certains demandent la pleine souveraineté et d'autres que l'on reste dans le cadre de la République, bien sûr. Mais
je dirais que le climat me semble quand même positif. Vous parliez à l'instant de votre avis extérieur au sujet. Justement, on l'a vu en 98 quand les accords ont été signés, la Calédonie ne se sentait pas prête à assumer justement cette pleine souveraineté. Est-ce que vous pensez que dans les années à venir, c'est-à-dire entre 2014 et 2018, est-ce que vous pensez que la Calédonie, avec cet avis extérieur, a les compétences humaines, financières, juridiques aussi d'ailleurs, pour pouvoir accéder à cette pleine souveraineté ? La situation est différente de 1998. 15 ans sont passés, mais 15 ans au cours desquels se sont passées bien des choses. Et notamment les transferts. Et notamment les transferts. Et le fonctionnement institutionnel. Il y a depuis 15 ans, il y avait bien entendu des institutions auparavant, mais il y a depuis 15 ans un congrès, un gouvernement qui fonctionne au niveau de la Calédonie. Et peut-être encore plus important, il y a des institutions qui fonctionnent dans les provinces. Et globalement, la Calédonie est gérée. Alors, est-ce que c'est suffisant pour passer à un statut de pleine souveraineté ? Probablement oui, mais en ayant toujours à l'esprit que l'on se situe dans un pays, que ce soit de l'autonomie ou de la pleine souveraineté, de 250 000 habitants, avec forcément des moyens limités, que ce soit en ressources humaines, en moyens financiers, etc. Alors, et ça vaut pour les deux, que ce soit la pleine souveraineté et la... qui arrivent quand même de métropole. Exactement, on se dit couper tout ça du jour au lendemain et accéder à une pleine souveraineté. Je ne pense pas que ce serait coupé du jour au lendemain. Ça mais pourrait être dangereux pour notre pays. Est-ce qu'on pourrait avoir les compétences financières à gérer ça juste avec nos propres ressources ? Pour répondre vraiment très précisément à votre question, c'est pour ça que nous avons travaillé, en ce qui concerne l'accès à la pleine souveraineté, l'une des hypothèses que Ferdinand Mélin-Soukramanien rappelait tout à l'heure, nous avons travaillé sur une perspective de pleine souveraineté assortie d'un partenariat. D'accord. Voilà. Alors justement, la question de Jérôme est intéressante dans la mesure où on ouvre la page des transferts. Transferts ont été beaucoup faits. Encore l'année 2013, d'autres transferts vont avoir lieu. Il y a le fameux article 27 où les transferts sont optionnels. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ? Puis il y a surtout les régaliens, les transferts de compétences régaliennes. Et ça, c'est une vraie question dans la mesure où, s'ils sont transférés, là, on rentre dans la pleine souveraineté, monsieur Mélin-Soukramanien. Oui, tout à fait. Donc effectivement, il reste des transferts à effectuer. L'un des points de discussion, c'est la question des transferts de l'article 27, parmi lesquels il y a l'enseignement supérieur. On a un certain nombre d'étudiants sur le plateau, ça les concerne directement. L'audiovisuel, pour nous, qui sommes ici sur ce plateau aussi. J'oublie, c'est terrible. L'audiovisuel, ce sont des questions qui ne sont pas faciles. Et puis la question, bien connue, des règles relatives à l'administration des provinces, etc. Pour l'instant... ces transferts n'ont pas eu lieu et la question classique qui se pose ici est de savoir si l'absence de réalisation de ces transferts de l'article 27 est bloquante ou pas du processus. Est-ce qu'on peut ou pas organiser ? Qu'est-ce que vous répondez à cette question-là ? On répond que l'obligation constitutionnelle d'organiser le référendum qui va s'imposer, comme on le disait... entre 2014 et 2018 Alors, ça commence à partir de mai 2014, mais elle sera une obligation constitutionnelle pour le gouvernement de la République entre mai 2018 et novembre 2018. Cette obligation constitutionnelle surmonte cette condition des transferts de l'article 27 qui, elle, est dans la loi organique. Donc, en clair, l'absence de réalisation n'est pas bloquante. Donc ça veut dire, s'il n'y a pas l'article 27, les transferts de l'article 27 ne sont pas transférés. Dans l'esprit de l'accord de Nouméa, et même, à vrai dire, dans l'essentiel de sa lettre, il devrait avoir eu lieu. Mais comme par ailleurs, il y a une obligation qui est celle d'organiser ce référendum, cela surmonte en quelque sorte. Alors, sur les compétences régaliennes, des questions ? Pas sur les compétences régaliennes, mais je voulais revenir sur quelque chose parce que tout à l'heure vous nous disiez, vous nous donniez quand même une seconde option, c'est que éventuellement, au fur et à mesure des discussions, on pourrait, les forces politiques en présence plus tard pourraient trouver un accord et que finalement on ne serait pas consulté. Il n'y aurait pas de référendum. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Explication. Du tout. Non, nous avons dit il y a des
perspective d'évolution institutionnelle. On peut arriver, voilà, il y a des destinations en quelque sorte. Bon. Après, c'est un autre sujet, il y a le chemin, les chemins pour parvenir à ces destinations, à ces endroits. Bon. Ces chemins peuvent être différents. Il y a un premier chemin qu'on dit être une impasse sur le plan démocratique et semble-t-il sur le plan de l'avenir du pays, qui est le référendum couperet, puisque celui-là, sauf si les circonstances devaient beaucoup changer, mais celui-là, dans l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie, 1987, c'est il n'y a pas si longtemps, on sait que ça ne résout rien. Au contraire, ça peut aviver les tensions. Surtout si ça se répète, hein, puisque l'accord de Nouméa prévoit la répétition de la même question. 3 fois. Oui, c'est quand même pas mal. Ensuite, ça c'est le premier chemin, bon, qui nous paraît dangereux. Deuxième chemin, les forces politiques, appuyées comme on voudra, aiguillonnés par les citoyens calédoniens, aidés par l'État qui va jouer son rôle aussi dans ce processus d'accompagnement, il le joue et il continuera à le jouer, s'accordent à minima sur une formulation de la question, une date, un débat, etc. D'où l'intérêt des Calédoniens de s'approprier ces questions-là et d'en parler. Et ce que je disais sur le projet, c'est qu'ils peuvent aller plus loin et pourquoi pas formuler un projet comme ils se sont mis autour de la table pour formuler ce qui est devenu ensuite l'accord de Nouméa. Mais in fine, pour évidemment une question aussi importante que l'avenir de ce territoire, les citoyens calédoniens devront se prononcer par référendum, quelle que soit l'hypothèse, couperet, accord minimal sur la question au projet. Oui, je voudrais ajouter quelque chose parce que ça rejoint finalement la question qui a été posée tout à l'heure par Aymeric et je crois aussi par Jérôme sur la sécurité. Hein. Il faut que pendant toute la période de temps qui va aller des élections de mai 2014 jusqu'à la consultation, il faut qu'il y ait un débat, à la fois parce qu'il faut que les Calédoniens, lorsqu'ils auront à se prononcer, sachent, ils auront simplement à dire oui ou non, bien sûr, mais sachent ce qu'il y a derrière le oui et ce qu'il y a derrière le non. Rien ne serait pire que de dire oui ou non sans savoir ce qui se passera dans les jours, dans les semaines. Et ça demande du travail, ça demande de la préparation et ça demande du débat, de la discussion politique. Alors, l'hypothèse est évoquée qui est de dire on va peut-être parvenir à un compromis consensuel. C'est une hypothèse, je n'en sais rien, on ne peut pas aller si loin parce que quand même les positions sont assez éloignées aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas oublier qu'en 1998, on s'est entendu sur une solution provisoire. Là, il s'agit de s'entendre sur une solution permanente, enfin définitive. Les affaires humaines ne sont jamais complètement définitives, mais en tout cas longue, permanente. Donc je ne suis pas sûr. Ça pourrait être une porte de sortie. Ça pourrait être une porte de sortie, mais ça supposerait qu'il y ait eu un tel débat, entre l'ensemble des forces politiques et que les citoyens aussi et se soient appropriés ça, parce qu'il n'y a pas que les politiques. Hein. Donc on l'a bien compris, ce soir, on arrive à la fin de notre période aussi Internet pour répondre à toutes les questions. Hein. Un document de synthèse va être présenté au comité des signataires le 11 octobre. Ce document va être signé, vous me disiez. Pourquoi il va être signé ? Alors, nous pensons qu'il était meilleur que nous prenions la responsabilité de ce document, même si nous ne l'avons pas fait tout seul dans notre coin, même s'il est le résultat des nombreux échanges que nous avons eus avec tous nos interlocuteurs ici en Nouvelle-Calédonie. C'est quelque part un travail collectif, mais une discussion, un débat politique va s'instaurer dans quelques mois. Nos interlocuteurs, évidemment, ne souhaitaient pas s'engager. C'est tout à fait normal et donc il valait mieux que nous prenions, nous, la responsabilité de cette... Merci à vous deux pour être venus nous éclairer, hein. C'est un peu le cas, hein, et nous expliquer, c'était le thème de l'émission. Merci à vous quatre d'avoir joué au jeu des questions-réponses et d'avoir exprimé beaucoup de choses que ressentent beaucoup de Calédoniens d'ailleurs. On l'a dit, hein, l'accord Nouméa, c'est un nouveau contrat social. Tout se fonde ensemble sur faire société ensemble. C'est un peu le défi qui attend ce pays puisqu'on parle d'avenir institutionnel.
exceptionnel. Merci donc à vous 6 pour avoir participé à Parler Vrai la suite. La semaine prochaine, je le dis pour les internautes, j'ouvre un dossier, un débat sur le logement. On parlera avec nos invités politiques du logement pour tous, car c'est aussi une vraie question de société. On reste en ligne ensemble parce que vous le savez, la nuit ne se couche jamais sur Internet.